nous sommes encore loin du compte. Vite, participez au financement de TVL, chaque don compte. Financer TVL, c'est essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition consacrée en large partie aux émeutes dans notre pays. Nous ferons d'abord un état des lieux après une fin de semaine particulièrement violente sur le territoire. Nous reviendrons ensuite sur la polémique autour des cagnottes. Lancée après la mort de Naël, la somme recueillie pour la femme du policier à l'origine du tir mortel a largement dépassé celle de la mère du conducteur sans permis. Et puis pour terminer, nous ferons un tour du monde pour regarder comment la situation en France est perçue depuis l'étranger. Pillage, saccage, incendie, tentative d'assassinat, la fin de semaine en France s'est déroulée comme prévu. Un retour en détail sur une situation qui n'a toujours pas poussé Emmanuel Macron à réagir. Le pire est-il derrière nous ? Alors que les émeutes ont battu son plein vendredi et samedi soir, les médias annoncent un retour au calme progressif depuis dimanche soir. En témoigne selon eux le nombre d'interpellations plus faible. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de saccage et de violence étaient effectivement moins nombreuses et pour cause. Vendredi, Emmanuel Macron avait annoncé, lors d'une réunion interministérielle, une censure de certaines plateformes. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. La loi a prévu, compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental qu'il convient de faire pleinement respecter, mais nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et donc, les services de l'État s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Cacher cette violence que je ne saurais voir. Voilà en somme la méthode Macron, quand le président n'est pas tout simplement sur un autre dossier comme jeudi soir lorsqu'il se trouvait au concert d'Elton John pendant que des zones entières du pays s'embrasaient. Si la censure a certainement outré la décrue de violence, il est également probable que les caïds de cité aient aussi incité les petits frères à calmer leurs ardeurs dans leur quartier. En effet, les venues de la police ne sont pas bonnes pour le business. C'est d'ailleurs ce qui explique également le report de certaines attaques sur des zones plus proches des centres-villes propices au pillage. En effet, tout porte à croire que l'explosion de violence en réaction à la mort de Naël Merzouk a suscité des vocations de casseurs, entraînant d'autres vagues de violence, y compris dans les centres urbains, loin des cités. Nous assistons en effet à une convergence des haines. Une convergence des haines anti-françaises qui mêle désormais les Black Blocs aux voyous des cités, des activistes islamistes aux casseurs pathologiques. C'est dire si la gauche NUPES y excuse, légitime, encourage ou même incite à la mise à sac du pays, prend une responsabilité face au désordre, aux dommages et aux malheurs humains que leurs agissements provoquent, sans compter peut-être demain de nouveaux drames. Dans certaines villes telles que Lyon ou Angers, face au débordement de la police qui redoute une bavure, des hommes ont décidé de s'improviser justiciers. Dans d'autres communes, d'autres personnes ont gardé leur voiture pendant la nuit avec des armes improvisées. Une situation prévisible depuis longtemps dans la mesure où le monopole de la violence légitime de l'État a perdu son monopole et parfois même sa légitimité, en s'abattant en premier lieu sur les citoyens les plus respectueux des règles et des lois. Si l'âge des auteurs des heurts et des saccages de ces derniers jours laisse pantois, la majorité des arrestations concernant des mineurs, les violences n'en sont pas moins d'une intensité presque inédite. La situation dans la commune de la région parisienne, La Île-et-Rose, l'aura bien montré. En effet, après une première nuit où la mairie a été arrosée d'essence et a échappé de peu à l'incendie, et une deuxième nuit où l'hôtel de ville a subi de nouvelles attaques, des individus ont redirigé leur violence dans la nuit de samedi à dimanche contre le domicile du maire LR de la ville, Vincent Jeanbrun. Le procureur de la République de Créteil s'est rendu sur place dans la matinée du dimanche. Sur place, les premières constatations nous laissent présumer
que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon, compte tenu de l'obstacle qui a interrompu sa course. La police scientifique procède depuis aux constatations et je précise qu'un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca. Entendant du bruit et voyant des flammes, l'épouse du maire et ses 2 enfants ont pris la fuite par le jardin arrière. Je précise que les enfants sont respectivement âgés de 5 et 7 ans. Dans sa course, madame s'est blessée au tibia. C'est une blessure assez sérieuse semble-t-il, puisque il serait cassé. Le maire était au même moment à la mairie, dans l'exercice de ses fonctions, compte tenu du contexte de violence urbaine. Cette attaque particulièrement violente et choquante, puisqu'elle s'est abattue sur des enfants en bas âge, a visiblement choqué une grande partie du pays et a commencé par le maire lui-même, qui aura payé le prix fort, poussant même Elisabeth Borne et Gérald Darmanin à se rendre sur les lieux dimanche. Il est toutefois à noter que si Bruce Toussaint de BFM TV se permettait cette attitude face à Éric Zemmour après l'attaque de l'extrême gauche lors d'une dédicace... Autre question, si vous permettez. Je vous en prie. Qui sème le vent récolte la tempête. Ouais. Oui, mais moi C'est vous pas. Mais dans ce cas-là, Bruce Toussaint, il faut supprimer la démocratie. Vincent Jeanbrun, pour sa part, a toujours été extrêmement modéré, y compris au moment de voter en faveur d'Emmanuel Macron en 2022. Qu'avait-il donc bien semé cette fois pour mériter cela ? Une question que Bruce Toussaint ne posera sans doute pas. Quoi qu'il en soit, la situation insurrectionnelle, pour ne pas dire de sauvagerie à l'Île-et-Rose, a choqué tout le pays et particulièrement les habitants de la commune. En tant que père de famille, quand on voit des choses comme ça, on va se demander où tout ça va s'arrêter, parce que là, on est dans l'escalade de la violence, encore une fois, je me répète, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Jusqu'où ça va aller. Donc oui, c'est forcément, il y a une peur qui s'installe quand on est dans une commune, une petite commune comme ça, voilà. Des gens inquiets pour l'avenir et d'autres qui continuent de voir midi à leur porte. Franchement, peut-être juste parce qu'il a protégé sa petite la Mireille, mais c'est normal, comme tout le monde. Là, les gens, je vois les gens, moi j'ai des voisins et tout, ils ont des passeports à faire, des cartes à faire. Là, c'est fini, ils ne peuvent rien faire. Et c'est ce truc, il y a des gens qui veulent partir en vacances, que truc et tout, pour déplacer, et là, ils ne peuvent rien faire. Une réaction un peu surréaliste qui montre bien que la communauté nationale a un sacré plomb dans l'aile. Un problème qui n'a rien à voir avec l'immigration, si l'on en croit l'excellent ancien chef d'État François Hollande. C'est pas un problème d'immigration, même si elle a eu lieu il y a maintenant bien longtemps. C'est souvent des enfants de 3e, 4e, 5e génération. Donc c'est bien notre modèle social, notre modèle républicain qu'il faut de nouveau approfondir. Approfondir le modèle républicain. C'est certain que François Hollande pourrait facilement encore creuser si on lui donnait une pelle. Il pourra aussi compter parmi ses amis Patrick Jarry, le maire communiste de Nanterre, commune où l'arrestation et le décès de Naël ont eu lieu la semaine dernière. Nous continuerons d'agir au quotidien pour que dans notre ville, dans nos quartiers, les habitants et les jeunes en particulier bénéficient des services publics de qualité dont ils ont besoin. Et nous continuerons à porter des exigences auprès de l'État et du gouvernement pour que ce qu'il est nécessaire de faire ici et sur le terrain soit fait. Nous continuerons d'agir pour plus d'égalité et de justice sociale et nous continuerons d'agir pour faire de Nanterre cette ville pour toutes et pour tous à laquelle nous sommes profondément attachés. Vous l'avez compris, après cette belle séquence de violence, si tant est que l'épisode soit bientôt clôturé, vous allez reprendre une dose de vivre ensemble, celui qui tente par la force de la République de faire s'accorder au forceps des cultures dont la nature impose de se disloquer. La gauche et l'extrême gauche auront fait preuve dans cette séquence d'une attitude assez confondante. Rares ont été les personnalités capables de condamner les violences et surtout d'appeler au calme. Chacun devait revivre ses rêves de révolution prolétarienne grâce à son substitut, Degueria Dracaille. Un visage affligeant pour l'extrême gauche, vaillamment incarné par la pourfendeuse de barbecue, Sandrine Rousseau, qui ressortait le couplet habituel. Fidèle à sa culture de l'excuse, l'élu considérait que les pilleurs pillaient parce qu'ils étaient pauvres et qu'ils s'attaquaient à des produits marques pour lutter contre leur relégation sociale. Un tweet qui lui a valu une charmante réponse du maire d'hiver droite de Franconville, Xavier Melki,
ouvrez les guillemets, mais ferme ta gueule et viens voir dans nos mairies comment ça se passe, pauvre fille. Il faut dire qu'à l'image de Vincent Jeanbrun, comme Emmanuel François, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, qui a assisté impuissant à l'incendie de sa voiture, les édiles en auront pris pour leur grade. C'est donc le principe de réalité qui semble s'être imposé à une nouvelle catégorie de la population qui pensait peut-être encore être à l'abri. Une personne semble toutefois toujours dans sa tour d'ivoire, Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est fait tout petit tout au long de cette séquence. L'objectif, attendre que les émeutiers se lassent sous la pression des trafiquants de drogue inquiets pour leur manque à gagner. Une gestion permissive dont n'auront pas bénéficié ni les gilets jaunes ni les manifestants contre la réforme des retraites, pour des actions pourtant bien différentes. Face aux émeutes, les Français choisissent l'ordre et la police. C'est un peu ce qui se dessine après le lancement de 2 cagnottes la semaine dernière. La première pour la mère de Nahel Merzouk, décédée à Nanterre. La seconde pour la famille du policier à l'origine du tir. Décryptage. C'est une affaire de cagnotte qui secoue l'extrême gauche déconnectée du peuple. D'un côté, celle de la mère de Nahel Merzouk, le jeune homme tué par la police à Nanterre après plusieurs refus d'obtempérer. De l'autre, celle lancée par Jean Messia, haut fonctionnaire et ancien porte-parole de Reconquête après être resté plusieurs années au Rassemblement national, pour la famille du policier incarcéré à la prison de la Santé en détention provisoire depuis vendredi dernier. La première, mise en ligne le jour même de la mort de Nahel Merzouk au nom de sa mère, Mounia Merzouk, affiche une somme collectée autour des 200 000 €. La seconde a dépassé le million. De quoi faire pousser des cris d'orfraie au gratin parisien des beaux quartiers qui n'a pas vu sa voiture flamber ces derniers jours. Certains considèrent ainsi que la cagnotte lancée par Jean Messia n'est rien de moins qu'un trouble grave à l'ordre public. Le député insoumis Thomas Porte estime quant à lui qu'il s'agit d'une incitation à la violence au bas mot. Olivier Faure, le patron des ruines du Parti socialiste, qui a visiblement bien appris de sa proximité avec l'extrême gauche, accuse quant à lui la plateforme de levée de fonds qui héberge la cagnotte d'entretenir les fractures du pays, les sommant même de la clôturer. Du côté du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, on abonde, estimant que ça ne va pas dans le sens de l'apaisement. Pour l'heure, la plateforme d'hébergement a toutefois fait savoir que la cagnotte pour la famille du policier respectait les règles d'usage. Il faut dire que la somme recueillie n'est pas destinée au policier incriminé, mais à son épouse et sa famille. Celle-ci aura en effet besoin de fonds pour les frais de justice, mais aussi accessoirement, après qu'un ambulancier ait révélé l'adresse de son domicile, la somme permettra peut-être de lui faciliter un relogement. Si certains affirment que cette cagnotte est une provocation, elle est en réalité un référendum populaire sur le fort intérieur des Français face à ce torrent de violence qui se déverse sur le pays depuis 5 jours. Les images d'émeutes, d'incendies, de casses, de pillages de magasins ont en effet eu du mal à mobiliser pour la cause de Nahel Merzouk, mais davantage en faveur des policiers. Et pour cause, on voit mal comment saccager le pays défend la cause du jeune homme. Si la cagnotte pour la famille du policier a littéralement explosé, tout porte à croire que la conclusion à en tirer est avant tout que les Français veulent un retour de l'ordre et soutiennent les forces de l'ordre face au chaos. Et si l'essentiel de la population déplore la mort de Nahel, personne ne comprend le lien avec ce besoin de casser. Par ailleurs, même si le deuil est une affaire personnelle et différente selon les individus, les images de la mère de Nahel, tout juste décédée, sur une motocross ou sur les camions avec des fumigènes, pendant ce qui était censé être une marche blanche, ont beaucoup choqué. Probablement très affaiblie et affectée par sa peine, cette femme aurait dû bénéficier dans ce cadre du soutien de son entourage et des professionnels de l'indignation, à l'image de la famille Traoré qui la cornaque pour gérer son image, puisqu'ils en ont déjà fait un produit. Le résultat de ces 2 cagnottes n'est donc rien d'autre que le sentiment des Français après ces derniers jours d'une France à feu et à sang, une France qui ne réclame en aucun cas un permis de tuer pour les policiers, mais qui n'en veut pas non plus pour les émeutiers. Très rapidement, les émeutes en France ont frappé l'opinion publique mondiale. Cette dégradation de l'image du pays à l'international a de lourdes conséquences sur le secteur touristique, tandis qu'à l'est de l'Europe, la situation française est utilisée comme argument politique pour s'opposer aux politiques migratoires de Bruxelles. L'analyse de nos correspondants en Europe centrale. Sans grande surprise, les émeutes qui frappent la France depuis bientôt une semaine donnent une image désastreuse du pays à l'international. Un nombre non négligeable d'ambassades ont d'ores et déjà recommandé à leurs ressortissants d'éviter les foules et rassemblements et globalement de rester prudents. Le secteur touristique français, déjà mis à mal par le Covid, puis par l'explosion des coûts de l'énergie, mais aussi par la quasi-disparition des riches touristes russes,
Subit maintenant en complément de tout cela le contre-coup des différentes vagues de manifestations et émeutes, en particulier celles qui secouent actuellement le pays alors que nous sommes au début de la haute saison touristique. On parle désormais d'environ 25% d'annulation de réservations en région parisienne, et le chiffre pourrait bien encore grimper. Par ailleurs, les émeutes frappent désormais les centres-villes des grands centres urbains, ce qui est une nouveauté par rapport aux émeutes de 2005. L'observation des vidéos des saccages de centre-ville permet d'ailleurs de constater un nombre inhabituellement important de jeunes blancs parmi les émeutiers de centre-ville, ce qui interroge clairement sur l'implication de la nébuleuse Antifa dans l'édition 2023 des émeutes urbaines. La question qui commence également à voir le jour est de savoir comment la France parviendra correctement à organiser les Jeux Olympiques de Paris en 2024. D'ores et déjà, des craintes similaires à celles qui avaient précédé l'organisation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud commencent à apparaître. Alors, il aura fallu attendre le deuxième jour d'émeute pour que les médias en Europe centrale commencent à sérieusement couvrir ce qui se passe en France. Sans surprise, c'est le choc et la consternation qui ressort de tous les commentaires. Là, il commence à y avoir des articles de fond aussi qui sortent pour expliquer ce phénomène. Et bien entendu, c'est l'immigration qui est pointée du doigt principalement. Principalement parce que la violence de la police revient aussi sur la table, car il faut pas oublier, en fait, depuis les images de la répression des Gilets jaunes, la France a acquis une image de pays autoritaire envers sa propre population, où on sait que l'état de droit est souvent violé. Donc il y a aussi des interrogations sur la place de l'islam dans ces événements, car évidemment l'amalgame est fait rapidement entre immigration afro-maghrébine et islam, mais l'immigration massive de remplacement reste le principal suspect, on va dire, aux yeux des commentateurs centro-européens. Par ailleurs, au-delà des dimensions touristiques et économiques, la dimension internationale des émeutes françaises touche aussi les débats sur l'immigration au sein de l'Union européenne, au moment même où les pays de l'Union s'efforcent de mettre en place un plan de répartition contraignant des migrants à travers tous les États membres, avec à la clé de lourdes amendes pour les pays qui refuseraient ces migrants. En Hongrie et en Pologne, dont les gouvernements sont notoirement connus pour être hostiles à l'immigration illégale et au projet de relocalisation des migrants, les émeutes françaises sont donc utilisées comme un argument massu pour justifier les positionnements et la rhétorique de ces gouvernements. Du côté des politiques, les alliés de Macron sont parfaitement silencieux, tandis qu'à droite, la communication est offensive. Vendredi, les dirigeants européens étaient en plein débat à Bruxelles sur la question de l'immigration, que les institutions européennes tentent d'accroître et d'imposer à tous les États membres. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, lui, il a dénoncé la volonté de l'UE d'imposer des dizaines de milliers de demandeurs d'asile extra-européens à la Hongrie, parlant de la volonté de l'UE, je cite, de créer des ghettos de migrants en Hongrie. En Pologne, la communication a été encore plus frontale, ce qui est tout à fait logique en fait parce que le gouvernement est en ce moment accusé par l'opposition de droite depuis plusieurs mois, donc l'opposition de droite, son concurrent direct Confederacja, de favoriser l'immigration massive légale d'extra-européens pour des raisons économiques. Et comme il y a des élections législatives qui s'annoncent difficiles pour le gouvernement polonais et qui se tiendront en novembre, évidemment c'était une opportunité pour le gouvernement polonais de communiquer là-dessus et redorer un peu son image de parti anti-immigration. Le Premier ministre polonais, donc Mateusz Morawiecki, a même publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il compare des images d'émeutes en France et de vie paisible, même idyllique en Pologne. Et l'ironie de l'histoire pour la Pologne, c'est que Donald Tusk, le président de la plateforme civique, le parti de centre-gauche européiste, qui est le principal danger pour le parti de droit et justice au pouvoir, Tusk donc a lui-même joué la carte de la critique du PiS sur la question migratoire, disant que le PiS était hypocrite, puisqu'il avait beaucoup augmenté l'immigration. Alors c'est quand même particulièrement cocasse, car Tusk fait partie du PPE, et il soutient les projets de l'UE qui tentent justement de passer en force la relocalisation de migrants dans des pays qui n'en veulent pas, dont son propre pays, la Pologne. En tout état de cause, la situation actuelle en France est devenue un thème important cette fin de semaine partout en Europe centrale, remettant le sujet de l'immigration au cœur des débats. Et c'est quelque chose qui va probablement marquer aussi la campagne électorale pour les européennes qui démarrent à la rentrée. Et partons à présent avec Renaud de Bourleuf pour le tour de l'actualité en bref. Encore un peu plus de lien entre les juges et le pouvoir politique. Dimanche, Rémi Heitz a été nommé procureur général près la Cour de cassation, en remplacement de François Molins, parti à la retraite vendredi. Ce nouveau titulaire d'un poste clé de l'appareil judiciaire français a longtemps été proche de l'exécutif, en particulier sous le gouvernement Balladur et la présidence Chirac. En novembre 2018, il est nommé procureur de la République de Paris sur intervention d'Emmanuel Macron, qui écartait ainsi
les candidats proposés par le ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Il se fait alors remarquer pour sa gestion des manifestations des Gilets jaunes. Il avait alors préconisé au procureur parisien de ne lever les gardes à vue qu'après les manifestations, même en cas de classement sans suite. En septembre 2021, c'est sur proposition du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qu'il est nommé procureur général près la Cour d'appel de Paris. Avec sa nouvelle fonction à la Cour de cassation, l'une de ses premières missions sera de renvoyer ce ministre devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Du nouveau dans le scandale des EHPAD. Jeudi, l'ancien directeur général et l'ancien directeur financier du groupe Orpea, leader mondial des maisons de retraite, ont été placés en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée et corruption. En avril 2022, le groupe avait déposé des plaintes contre ses anciens dirigeants pour des malversations internes. Plus précisément, une holding luxembourgeoise aurait accumulé 92 millions d'actifs, principalement des parts dans de nombreux EHPAD et cliniques, gérés par Orpea, et mené des opérations financières douteuses. De quoi alourdir l'image du groupe condamné il y a 1 an pour négligence ayant entraîné le décès d'une personne âgée et faisant l'objet d'une enquête pour une forme de maltraitance institutionnalisée. Un sujet d'apaisement pour Elisabeth Borne. Vendredi, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le retrait de certains passages de La Secrète, biographie du Premier ministre rédigée par la journaliste Bérangère Bonte. Les juges ont considéré que l'extrait évoquant l'orientation sexuelle du chef de gouvernement avait un caractère gravement attentatoire au respect du droit à la vie privée. En revanche, le passage évoquant une anorexie passée d'Elisabeth Borne n'a pas été supprimé pour ne pas effectuer une restriction disproportionnée à la liberté d'expression. Les éditions de l'Archipel doivent à Elisabeth Borne 1 € de dommages et intérêts et 2 000 € au titre des frais de justice. L'éditeur fait appel de la décision. Un nouveau membre de la famille Fourniret devant la justice. Selim Fourniret, 35 ans, fils du tueur pédocriminel Michel Fourniret et de sa complice Monique Olivier, a été placé en garde à vue pour tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans à Nice, dans les Alpes-Maritimes. L'homme, qui vit sous une nouvelle identité après avoir fait une demande de changement de nom à l'administration, aurait donc agressé une jeune fille avant de prendre la fuite. Il a finalement été interpellé par les forces de l'ordre. Rappelons que si Michel Fourniret est mort en prison en 2021, son ex-épouse et complice, Monique Olivier, reste mise en cause dans 3 dossiers, dont celui d'Estelle Mouzin en 2003. Mère et fils pourront peut-être partager leur avocat. L'art de la repentance aux Pays-Bas. Samedi, le roi Willem-Alexander a présenté officiellement ses excuses pour le rôle de son pays dans l'histoire de l'esclavage. En décembre 2022, le Premier ministre hollandais avait déjà fait cette démarche, qualifiant la traite d'êtres humains de crime contre l'humanité, un terme repris par le monarque qui s'exprimait devant des descendants d'esclaves du Suriname et des îles caribéennes d'Aruba, Bonaire et Curaçao. Il évoquait l'inaction de la dynastie d'Orange, dont il est issu, face à ce commerce qui a grandement contribué à l'enrichissement du pays. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. It was time. It was time to recognize that, that they are guilty of this. Let people know who are we, because they put that on a lower standard, you know. So give our identity back and let the people know that we are also here. Jair Bolsonaro, plus que jamais dans la tourmente. L'ancien président du Brésil est désormais interdit de briguer un mandat public pendant 8 ans. Un tribunal fédéral a déclaré qu'il avait fait des affirmations sans fondement sur le système de vote du pays et qu'il avait abusé
du pouvoir de la présidence. Pendant la campagne présidentielle, le chef d'État, candidat à sa réélection, avait mis en doute la fiabilité du vote électronique. Les juges ont pointé ce qu'ils nomment des mensonges effroyables et des déclarations trompeuses. Après la décision, Jair Bolsonaro a évoqué, je cite, « une vengeance du système » et une persécution politique contre ceux qui essaient de s'opposer aux élites criminelles et corrompues. Et c'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour, Serge Abad-Galliardo, ancien vénérable maître franc-maçon, présente son ouvrage « Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses » où il pose la question de la possible appartenance d'Emmanuel Macron à cette organisation. Il y a dans le discours qu'on entend en loge, cette espèce de mensonge ou d'erreur, on appellera ça selon qu'on est bienveillant ou pas envers la franc-maçonnerie de la manière qu'on voudra, cette erreur ou ce mensonge qui consiste à dire finalement que les francs-maçons sont des héritiers des Templiers, des héritiers des constructeurs de cathédrales, voire de ceux qui ont bâti les pyramides. Là aussi, je reviens à Roger Daché et Alain Boer, mais pas seulement eux, d'autres auteurs nous démontrent qu'il n'en est rien et qu'en fait la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui est née en 1717. Je précise dans mon ouvrage que d'une part, on a du mal à connaître les origines. C'est un franc-maçon des plus hauts grades qui, dans un livre, nous précise que qu'on ne pourra vraisemblablement jamais connaître ses véritables origines. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit le philosophe Yannick Jaffré pour évoquer une révolution française endormie, celle des Gilets jaunes. Tout de suite, c'est Mes libertés politiques avec François Bieux-de-Lecner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonne soirée à vous et portez-vous bien. En lisant tous les jours vos commentaires passionnants, vous êtes très nombreux à répéter quotidiennement que vous ne voulez plus entendre parler des parlottes de Macronor Communicator. Je ne peux que vous comprendre, tant la communication de l'adolescent attardé est d'une nullité confondante. Ce soir, j'ai donc décidé de faire du social. Je vais résumer en 3 minutes les centaines de discours qu'il a prononcés depuis 2017 et qu'il prononcera jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire avant 2027, s'il vous plaît, monsieur, dame. Bon, on y va. 1, 2, 3, partez. Nous allons créer un modèle nouveau par la destruction innovante d'un modèle nouveau, innové, nous permettant d'aborder le futur sur la base du passé tout en transformant intégralement et de fond en comble un passé révolu que l'intelligence artificielle révolutionnera dans la liberté et la fraternité universelle, puisque l'Union européenne deviendra le modèle indépassable de la paix des peuples de Papouasie et de Nouvelle-Guinée, tout en sachant que la Guyane, cette fameuse île si représentative de la présence française, grâce aux Comoriens qui y débarquent tous les jours, nous permettra d'avancer vers la conquête de l'espace, nouvel Eldorado, nous permettant sûrement de régler la pénurie d'eau qui menace notre pays-monde et qui va nous obliger à nous laver les dents un jour sur 2, ce qui peut engendrer une pandémie rendant sans doute nécessaire un confinement dont nous pourrons sortir victorieusement grâce à l'injection d'un nouveau vaccin Pfizer commandé par Madame Leyen, grâce à son portable qui lui permet d'envoyer des SMS au président du laboratoire, ce qui implique de travailler évidemment jusqu'à 64 ans, les gros paresseux qui veulent maintenir les 62 ans étant des asociaux sans dents, dont nous pouvons espérer que la justice s'occupera bientôt, puisque les forces de l'ordre devront les arrêter, ce qui implique que policiers et gendarmes laissent tranquillement prospérer les gentils casseurs d'extrême gauche, qu'il faut bien laisser casser, puisque le président Sarkozy avait lâché son fameux « casse-toi pauvre con », montrant par là que l'alliance entre les macronistes et les républicains est déjà réalisée depuis longtemps et permettra de gouverner la France monde, car la France n'est plus une nation, elle est une France monde, le visage accueillant du village mondial,
le phare de l'humanité au sein duquel le racisme, la xénophobie, l'homophobie et j'en passe ont été définitivement éradiqués car la blanchitude ou l'hétérosexualité ne peuvent plus avoir cours dans la France future, celle que moi, Macronor Napoléonor, j'ai décidé de créer de mes blancs chemins avec l'aide de Maman Bricheton, bien sûr, qui se méfie comme de la peste de la loi sur l'euthanasie. Elle n'a pas tort, qu'il faudra bien voter pourtant, puisque les personnes âgées commencent à nous pomper l'air, ce qui n'est pas très écologique et contribue évidemment à détruire la planète, etc. Voilà, chers amis téléspectateurs, le résumé en 3 minutes et en une seule phrase de 10 ans de communication de communication macronique. Lors de n'importe quelle discussion avec des tiers, vous pourrez donc dire désormais que vous connaissez sur le bout des doigts toute la communication du fou furieux qui prétend nous gouverner. Et là, je ne peux que dire bravo, le chroniqueur préféré autoproclamé de TV Liberté. Je vous souhaite une très bonne soirée.